Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. L'invité aujourd'hui, c'est Willy Schran, le président de la Fédération nationale des chasseurs. Il vient défendre leur action en faveur de la biodiversité. Notre débat portera sur la mobilisation des banques au service du verdissement de l'économie. Est-elle trop timide? Réponse tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, on fêtera les 10 ans des Chatons d'Or, ce festival de la créativité avec son président Pascal Cube. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact et c'est tout de suite. Bonjour Willy Schran. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes donc le président de la Fédération nationale des chasseurs. Vous représentez combien de personnes ? Alors, il y a 1 million de personnes qui valident un permis de chasse tous les ans. Il y en a 4,5 millions qui en possèdent un dans la poche. Donc, on a un turnover important. Et on a à peu près 2 millions de personnes qui accompagnent à la chasse et qui ne sont pas porteurs de permis de chasser. Oui, et ça représente un maillage territorial aussi, il faut le dire. C'est très important, je dirais. Il n'y a pas une commune rurale où il n'y a pas une structure, effectivement, de chasseurs dans cette commune. Voilà, c'est la seule activité qui est présente partout sur l'entièreté du territoire. Ouais, 94 fédérations départementales, 13 fédérations régionales. Si on fait un portrait robot, en quelque sorte, du chasseur, alors moi, peut-être que ce sont des préjugés, mais je vais dire une majorité d'hommes, peut-être que c'est une population un peu vieillissante. Alors, c'est pas faux, il n'y a pas que du préjugé dans ce que vous dites. On est plutôt, effectivement, masculin, quoique on devient de plus en plus féminin, et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire quelle proportion ? Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup. Je dirais, on est un petit 3% de femmes, ouais. Mais par contre, dans les personnes qui s'inscrivent au permis de chasser, on est pratiquement entre 15 et 20% de femmes maintenant. Donc, il y a une explosion depuis 4-5 ans de femmes qui souhaitent accéder à la chasse. Et puis après, oui, on est plutôt vieillissant, mais là aussi, il y a de plus en plus de jeunes qui s'inscrivent, donc ça va s'arranger, ça va s'équilibrer avec les années, j'en suis sûr. Ouais, alors, vous dites que les chasseurs sont souvent victimes de préjugés. Lesquels ? Voilà, ça se résume souvent, et voilà, sur les médias, voilà, avec les chasseurs sont des gens qui tuent des animaux. Bon, d'abord, la chasse, c'est pas le fait de tuer un animal. Il y a tout ce qu'il y a autour. Oui, il y a du plaisir qui s'exprime, mais dans l'acte de chasse globale. Ouais. Et puis, un chasseur, c'est avant tout un acteur important de l'environnement et de la biodiversité. Parce que quand il a posé son fusil, c'est quelqu'un qui aime travailler dans la nature pour plein d'autres choses que la chasse ou même que le gibier. Et c'est là où on arrive à des chiffres très importants. Oui, alors on va en parler de cette action pour la biodiversité, mais je voudrais juste continuer sur ce thème des préjugés ou de l'image. Est-ce qu'il y a des comportements qu'il faut bannir ? Est-ce qu'il y a par exemple des radiations parfois dans une année ? Est-ce que ça arrive, ça ? Alors ça arrive, et ça va arriver de plus en plus, parce que dans la loi qui a modifié la chasse, cette réforme qui a été faite en juillet 2019, nous on a demandé, et on a obtenu d'ailleurs que les présidents de fédération par leur conseil d'administration puissent aujourd'hui radier quelqu'un de son permis de chasser, ouais. Non pas parce qu'il a fait une faute ou provoqué un accident, mais simplement sur sa conduite répétitive qui n'est pas cohérente par rapport à ce qu'on demande au niveau des règles de sécurité et surtout, je dirais, des activités avec les autres usagers de la nature. Alors, vous avez commandé un sondage à l'Institut IFOP, il est tout récent, il a quelques jours, et alors, il y a beaucoup de notions, j'en ai retenu 3. Les chasseurs utiles pour l'entretien des espaces naturels, les personnes sondées répondent à 60% oui. La chasse participe à la vie rurale et maintient le lien social et intergénérationnel pour 57% des personnes interrogées. Et puis alors ça, c'est étonnant, associations de chasseurs et associations de protection de la nature devraient agir plus souvent ensemble pour la défense de la nature. 86%. J'ai lu ça, je me suis dit, oui, évidemment, on le souhaite tous, mais est-ce que c'est pas un peu un vœu pieux ? Est-ce que vous allez vraiment à la rencontre d'associations de défense de l'environnement pour dire, œuvrons ensemble ? Alors, on va beaucoup... alors, d'abord pour le sondage, pardon. Oui. Le sondage, effectivement. Donc, on n'avait jamais fait de sondage. On a fait une erreur. On vit effectivement dans cette impression qu'on a des gens qui sont très, très violents et très majoritairement opposés à notre pratique. Le sondage, vous pouvez voir que c'est pas du tout le cas. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'important. Donc, on en fera régulièrement et on prendra le pouls, effectivement, de l'opinion publique plus souvent qu'on aurait dû le faire depuis longtemps. Ensuite, oui, on a beaucoup de construction. Faut pas croire. Il y a des choses qui se passent. Moi, Willy Schran, des fois, je suis sur un plateau, je fais le show, je suis en face des écolos. Oui. Il y a beaucoup plus de travaux en commun qui se font au niveau local et partout. Mais par exemple... Mais quand on nettoie la nature, on n'est pas tout seul. On a des grands programmes de nettoyage de la nature. Quand on plante des haies, et on plante beaucoup de haies. La chasse française, c'est des centaines de kilomètres de haies tous les ans qui sont plantés. Ça se fait aussi avec d'autres personnes. On a une association pour la protection de la nature locale. Là, actuellement, on mène un programme, par exemple, sur les hirondelles. La problématique des hirondelles. Les chasseurs s'occupent des hirondelles en Hauts-de-France. On le fait avec des associations qui sont des associations de protection de la nature et qui aussi travaillent sur les hirondelles. Voilà, il y en a plein, il y en a des centaines. Donc, il y a ce qui se passe
à Paris, quand on est sur les plateaux. Et il y a la réalité de terrain. Parce qu'au fond, même s'il y a la chasse qui nous sépare, on est tous des amoureux de la nature. Oui. Et c'est vrai que souvent, vous devez répondre à ceux qui voudraient carrément bannir la chasse. Parce que tuer des animaux, voilà, c'est insupportable pour certains mais Français. c'est ça le problème, en fin de compte, c'est le fait qu'on tue des animaux. Parce que quand on questionne les Français... mais ça, c'est quand même l'activité, même s'il y a beaucoup de choses autour. Si des chasseurs se retrouvent, c'est quand même un moment pour sortir le fusil et tirer. Mais la bonne question, d'ailleurs, c'est est-ce que si on ne tue pas d'animaux, comment on fait avec les animaux? Et bien là, je pense que si on n'avait pas cette action de régulation qui doit être cadrée, on n'est plus autant des Gaulois, mais si on n'avait pas cette action cadrée, effectivement, sur une régulation intelligente de la population des animaux, on aurait beaucoup de problèmes environnementaux. C'est vrai pour les sangliers, par exemple? C'est le meilleur exemple, c'est le plus facile, mais c'est pas le seul. C'est pas le seul. Une population de lièvres ou de faisans mal gérés sur un territoire des Hauts-de-France comme chez moi, c'est une catastrophe pour le monde agricole et des fois aussi pour les autres usagers de la nature. Donc il faut faire attention à ces équilibres. Alors, l'autre élément intéressant de ce sondage, c'est la ruralité. Vous publiez d'ailleurs un livre sur ce thème pour défendre la ruralité, un chasseur en campagne, c'est aux éditions Cerfo. Pour y dire quoi? C'est quoi votre message que vous faites passer avec ce livre? Pour dire effectivement que la ruralité, je le dis souvent, mais c'est vrai, c'est pas un point géographique. Nous, on appelle ça la campagne. La ruralité, c'est un état d'esprit, c'est un choix de vie qui est partagé bien au-delà du monde de la chasse. Et d'ailleurs, on le voit dans ce sondage, puisqu'on a tout de suite une reconnaissance majoritaire de l'opinion publique comme des gens qui incarnent effectivement ces valeurs rurales. Donc la ruralité, ce sont des valeurs, des choix de vie, des libertés individuelles. Voilà, c'est une utilisation de la nature, mais durable, intelligente, mais c'est surtout pas l'exclusion de la nature, de l'espèce humaine, comme on voudrait nous la vendre trop souvent, malheureusement. Si on devait lister un certain nombre d'actions des chasseurs pour la biodiversité, vous diriez quoi? Si je devais lister, effectivement, les implantations de haies, j'en ai parlé, c'est très très important. L'entretien des zones humides ou des forêts, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Ensuite, on plante énormément d'éléments fixes, c'est pas des haies, mais des éléments fixes, au milieu de la SAU, de la surface agricole utile. Donc on recrée de la biodiversité. En fin de compte, on fait le contraire de ce que veulent des grands penseurs écologiques qui disent on va sanctuariser les choses à des points précis. Moi, je suis contre ça. Je dis que la biodiversité, pour tout le monde, c'est celle sur laquelle je marche quand je me promène dans la nature. C'est celle-là qu'il faut traiter et dans son ensemble. Et on a des tas d'actions comme ça, transversales, avec les agriculteurs, avec les pêcheurs, avec d'autres acteurs de la nature, pour justement remettre de la biodiversité partout et pour tout le monde. Et est-ce que si vous ne le faisiez pas, qu'est-ce qui se passerait? Si on ne le faisait pas, ce ne serait pas fait. Alors, on a des bons exemples. Je ne vais pas retomber dans les caricatures, mais on a quand même des zones aujourd'hui qui sont mises sous cloche écolo, on va dire, voilà. On dit, voilà, on met des réserves nationales. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Au bout de 2 ans, allô, la fédération, vous pouvez revenir, on a un problème de sanglier. Puis à la 3e année, allô, la fédération, il faudrait venir parce que les renards, il y en a partout et il n'y a plus un oiseau qui niche au sol. Allô, et ça se termine toujours comme ça. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on soit intelligent, qu'on arrête de se taper dessus au niveau de l'environnement. C'est trop important et on est tous amoureux de la même chose. Nous, on chasse, ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais on a une vraie action. Et les Français ont raison. Ils ont compris ça. Si on se met tous ensemble autour de la table, on oublie, et je dirais, nos spécificités et on bosse sur un projet commun, 86% des gens pensent que c'est ce qu'il faut faire. Vous l'avez chiffré, ça? Parce qu'on pourrait parler de mission de service public, en quelque sorte. Est-ce que vous avez chiffré ce que ça représente? L'action des chasseurs? Oui, ça a été chiffré par l'État, de façon, je dirais, très, très, très correcte, c'est 3 milliards d'euros. 3 milliards d'euros. Nous, on pèse 3 milliards d'euros par an, effectivement, au niveau de la biodiversité. C'est énorme. Donc, des fois, on se prend un peu de leçons à droite à gauche, mais qui peut se prévaloir d'avoir un apport de 3 milliards d'euros totalement bénévole sur la biodiversité en France? Et puis, alors, j'ai découvert que les chasseurs cotisent pour la biodiversité. De quelle façon? Oui, en plus, on a mis les choses en place avec l'État. Effectivement, dans la loi voulue par le président Macron, on a décidé de donner une somme, je dirais, pour la biodiversité directement prise sur le permis de chasser. Voilà. C'est quel montant? Alors, on fait du 1 pour 10. Donc, on donne 5 euros sur le permis de chasser. Voilà. L'État apporte effectivement 10 euros. Et à partir de là, on mène un projet commun sur toutes les régions de France, sur des actions environnementales qui doivent être directement liées à un apport en biodiversité. Merci beaucoup, merci Willy Schran. Je rappelle le titre de votre livre, Un chasseur en campagne, c'est publié aux éditions Cerfo. Il y a peut-être la campagne électorale qui se profile aussi à l'horizon avec ce livre. Allez savoir. Allez, on passe à notre débat sur l'action des banques en faveur de la transition écologique.
Comment mobiliser les banques au service de la transition écologique? C'est le thème de notre débat avec Nathalie Auffauvre. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice générale de la stabilité financière et des opérations à la Banque de France. Vous supervisez aussi la finance verte. Lionel Arré, bonjour. Bonjour. Bienvenue, directeur associé senior et responsable mondial du sujet finance responsable pour le Boston Consulting Group. Nathalie Auffauvre, comment une banque centrale comme la Banque de France se mobilise? J'ai vu qu'il y avait par exemple un plan pour sortir du financement du charbon au sein de la Banque de France. Oui, ça c'est sous notre fonction d'investisseur responsable, puisque les banques centrales investissent de façon assez importante dans le cadre de leur activité. Et pour nos fonds propres, comme pour les fonds de la caisse de retraite, nous avons décidé d'appliquer ces principes et donc d'aligner nos portefeuilles le plus possible sur les accords de Paris. Et nous avons annoncé que nous sortirons totalement du charbon d'ici 2024. C'est un des exemples des actions possibles des banques centrales, mais il y en a beaucoup d'autres. Vous en avez quelques-uns en tête? Ah bien sûr. Donc d'abord, vous savez qu'on a considéré qu'il était important qu'on travaille au niveau mondial. Donc la Banque de France a soutenu la création du réseau des banques centrales et des superviseurs, qui est un réseau international. On a démarré à 8. La Banque de France en assure le secrétariat. Nous sommes maintenant 90 institutions dans le monde et nous travaillons pour voir comment développer et assurer le verdissement du secteur financier, et notamment sur les risques financiers liés au changement climatique. Et la CPR, par exemple, donc le superviseur français, vient de faire le premier exercice de stress test pilote sur le risque climatique supporté par les banques françaises. Oui, banques et assurances. Les assurances. Ouais, on va évidemment en parler. Lionel Arré, donc c'est un mouvement mondial des banques centrales. Est-ce que les banques de dépôt, on va dire, suivent le mouvement? Alors les banques elles suivent le mouvement, elles font plus que suivre le mouvement. Elles sont très observées sur ce sujet-là depuis longtemps. Et on a vu un certain nombre de procès qui pouvaient leur être faits. Il faut avoir en tête que pour les banques, ce qu'on regarde, leur impact climatique, c'est en fait l'impact de la totalité de leurs clients. Donc on arrive tout de suite à des chiffres très importants et avec raison, on se focalise là-dessus. Donc pour les banques, en fait, c'est l'intégralité de leur activité qui est regardée à l'aune de la transition climatique. Donc cette mobilisation, on peut peut-être essayer de la dater. Est-ce qu'il y a pour vous un virage, une bascule ou une accélération récente? Alors on a vu déjà depuis une dizaine d'années un certain nombre d'engagements qui avaient été pris par des banques, notamment autour du charbon. Il suffit de voir tout récemment les engagements qui ont été pris autour du fameux thème net zéro, donc en ligne avec les accords de Paris. Je pense que il y a une prise de conscience qui est montée très vite. Tout le monde l'a dit. Pendant le Covid, ce n'est pas directement lié, mais on a bien vu, nous, la manière dont s'est amplifié ce mouvement. Le fait que les États-Unis reviennent dans le jeu mondial là-dessus, la COP 26 qui arrive à la fin de l'année, tout ça a créé un mouvement. On a vu l'Alliance des banques récemment là, qui ont communiqué sur un engagement net zéro. On a des dizaines d'acteurs bancaires dans le monde et une bonne partie des acteurs français qui ont pris ce type d'engagement. Alors Nathalie Auffauvre, effectivement, il y a ce premier exercice pilote là, qui a été mené par la Banque de France, couvrant les secteurs de la banque assurance. D'abord, c'est une première mondiale, il faut le dire. Exactement. Est-ce qu'on peut détailler de quoi il s'agit? Comment vous avez réalisé cette première? Alors, c'est un exercice compliqué parce que la particularité des risques liés au changement climatique, c'est l'horizon. Nous, en général, quand on fait des stress tests, on a des horizons de 3, 4, 5 ans maximum. Et là, on a demandé, c'est un exercice volontaire, et les banques françaises et les assureurs français ont joué le jeu, puisqu'ils ont largement participé. Mais il fallait faire des projections à l'horizon de 2050. Donc, on passait à 30 ans. Première difficulté. Deuxièmement, on a voulu à la fois mêler un exercice de stress sur le risque de transition, c'est-à-dire le cas où il y a des réglementations qui accélèrent les exigences de changement et qui peut provoquer des perturbations dans les processus industriels et les valorisations des entreprises, mais aussi un risque climatique avec des perturbations. Et donc, il a fallu mêler dans le stress test qu'on a l'habitude de faire, non seulement un horizon plus long, mais aussi des scénarios.
parce qu'à l'horizon de 30 ans, on ne sait pas ce qui va se passer sur le plan statistique. Les données statistiques du passé ne nous servent pas du tout. Donc, on a utilisé des scénarios qui ont été en partie élaborés par ce fameux réseau, le NGFS, mais qu'on a complété par une analyse sectorielle, parce que finalement, le problème aussi du risque climatique, c'est pas seulement l'horizon, mais c'est le fait que ça va se produire plus sur certains secteurs que sur d'autres, avec d'ailleurs une absence de linéarité. Donc, on a fait un gros travail de modélisation à partir des scénarios qu'on pouvait imaginer, et on a essayé de les intégrer dans les outils de stress test. Qu'est-ce qui en ressort ? Alors, il en ressort en fait qu'en France, l'impact à première vue est assez modéré, parce que les secteurs sur lesquels le changement climatique et la transition écologique va être la plus forte, ça représente environ 10% des risques bancaires ou des actifs bancaires. Donc forcément, même si sur ces secteurs-là, l'impact est fort, l'impact au total sur les risques bancaires reste assez modéré. Et du côté des assurances, notamment le risque et le stress test sur le risque physique, donc des événements extrêmes, montrent que ça dépend beaucoup des départements et des lieux, mais que quand même, on aura une augmentation forte dans certains endroits, dans certains départements du risque climatique, avec une augmentation des primes d'assurance qui risque d'être très conséquente. Oui, Lionel Harry. Alors justement, un stress test comme celui-là, on peut imaginer que c'est aussi un moyen d'inciter le secteur à aller plus loin, à s'engager plus vite dans la transition écologique. Oui, alors, mais je pense que le mouvement il est très largement engagé. Il faut voir que quand on parle de transition climatique, ce dont on parle, c'est un mouvement de transformation de toute l'industrie. Bien sûr. De pratiquement tous les secteurs industriels. On ne va pas arriver à net zéro, on ne va pas réduire nos émissions de moitié en 2030 en économisant par-ci, par-là. Donc il faut une transformation de tous les secteurs. Ça, il faut le financer. Nous, on a fait un certain nombre de calculs. L'ordre de grandeur du financement qu'il faudrait pouvoir aligner année après année jusqu'à 2030 et au-delà, c'est à peu près l'effort qui a été fait en 2020 autour des prêts garantis par l'État. Ça n'a rien à voir comme objet, mais c'est de même ampleur, donc c'est massif. Alors il faut voir aussi que pour les banquiers, c'est une opportunité d'activité. Mais donc c'est un changement de leur activité et du modèle et de la relation avec les clients qui est extrêmement important. Et donc ce mouvement-là, il est enclenché. On se dit c'est un horizon qui est relativement lointain, mais la fameuse citation d'Obama, on est la première génération à vraiment en voir les effets, on est la dernière à pouvoir y faire quelque chose. Il y a des choses concrètes à faire d'ici 2025. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même encore un décalage justement entre la demande des consommateurs et l'offre de finances responsables je parle des banques de dépôt encore. Alors, moi, je pense que l'offre de finances responsables, c'est très bien, mais ça sera progressivement dépassé. Ouais. Le sujet, il est beaucoup plus vaste que ça. Le sujet, c'est de se dire que toute entreprise et toute activité a un impact climatique. Il est plus ou moins important, mais tout y participe. Donc, il faut être capable de regarder, quand une banque fait un financement à une entreprise, comment ça s'inscrit dans un mouvement qui permet d'accompagner la transition. Et c'est ça qui est progressivement en train de se mettre en place. Sinon, sur des produits spécifiques, ce marché-là a explosé et il continue d'exploser. Donc, cette offre particulière, elle est là, mais l'enjeu, c'est que demain, quand vous investirez, vous vous direz, est-ce que j'investis dans quelque chose qui est responsable, quelle que soit l'entreprise. Nathalie Aufort, sur l'action de la Banque de France, il y a aussi le vote en Assemblée Générale. Oui, tout à fait. Comment vous pesez ? Alors, on a des portefeuilles d'actions, encore une fois, au titre de ces fonds propres et de cette caisse de retraite. Et là, jusqu'à présent, en plus, en tant que Banque centrale, on ne voulait pas trop se mêler des décisions de vote. C'était un peu compliqué, donc on n'intervenait pas tellement. Et puis, on a réfléchi, on s'est dit, non, mais si on veut vraiment soutenir justement cette transformation dans l'approche du processus de production des entreprises, il faut qu'on exprime aussi ce point de vue. Et donc, on a décidé de vraiment monter en puissance dans l'expression de nos votes. Et les votes, c'est l'approche ESG, là, donc non seulement climat, mais également environnemental et gouvernance. Et on exprime notre point de vue dans les assemblées générales. Voilà. Et vous envoyez les faits. J'imagine que quand la Banque de France s'exprime, on l'écoute. En tant qu'actionnaire, je ne sais pas si on nous écoute tellement plus, mais enfin, en tout cas, ça a certainement un impact. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. On passe à Smart Ideas, créativité et chaton d'or au programme. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif.
Smart Ideas avec Pascal Cube, le président des Chatons d'Or. Bonjour, bienvenue. Bonjour Thomas. Avec votre entreprise Sunglasses, vous avez repris cet événement il y a 2 ans, c'est ça, oui, 2019 3 ans. 3 ans. C'est quoi les Chatons d'Or? Alors les Chatons d'Or, c'est un festival d'idées. C'est né dans la tête de 2 jeunes il y a 10 ans, donc maintenant, puisque nous célébrons cette année le 10e anniversaire, c'est la 10e édition des Chatons d'Or, qui ont voulu créer un festival d'idées pour les jeunes. En fait, les chatons, ça vient en fait c'est un peu l'antichambre du célèbre festival international de la créativité qui s'appelle les Lions à Cannes. Okay. Et comme c'était destiné aux jeunes, ils ont eu l'idée, Laurent Alias et Maxime Werner, ils ont eu cette idée de créer un événement pour les jeunes, gratuit, ouvert à tous. Et donc, ils ont lancé cette idée des Chatons d'Or. Et puis ça a grossi, et puis ça a tenu jusqu'à aujourd'hui, donc 10 ans. Eh ben, donc c'est un bel anniversaire. Donc l'idée, c'est de mettre en valeur, en avant la créativité, les idées, les innovations, c'est ça? Tout à fait. Alors ça, c'est l'ADN des Chatons d'Or. Et puis les Chatons d'Or ont évolué d'année en année, se sont ouverts à tous les sujets aussi de société. Et c'est un peu le sujet de Smart Impact. C'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est parler effectivement de l'évolution des chatons vers tout ce qui est aussi environnemental, sociétal, tout ce qui est éthique, politique. Et donc tous ces sujets, au travers de la créativité toujours, de l'innovation, des idées, de les mettre en forme et de les proposer à un jury. On a un très beau jury cette année pour les 10 ans, qui va juger toutes ces créations, alors qu'ils ne sont pas uniquement, puisqu'au départ, ce sont des créations publicitaires, et puis ça a évolué vers beaucoup d'autres choses. Et on a parfois des startups, des applications, des jeux qui vont venir, qui vont être proposés au jury. Et alors cet engagement RSE, il est lié au 10e anniversaire ou il a commencé déjà il y a quelque temps? Alors, c'est pas d'hier, effectivement. Ça fait plusieurs années qu'on prend cette orientation et cette évolution. Il y a 2 ans, la dernière édition, on va dire physique, parce qu'il ne faut pas juste oublier que depuis 1 an, c'est un peu compliqué pour créer et produire des événements. La dernière édition physique se faisait au Conseil environnemental, le CESE, le Conseil économique, sociétal et environnemental, en plein cadre c'était la Convention citoyenne, on était en plein dans le sujet, et on avait effectivement 8 catégories qui étaient complètement liées, d'ailleurs, à l'époque, sur tous ces sujets sociétaux, environnementaux. Et puis, cette année, on s'est dit que, l'année dernière, il a fallu faire... transformer en digital de cet événement. On a réussi à le faire malgré tout, mais on a été au bout. Et cette année, c'était 10 ans, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on a créé une plateforme virtuelle, en 3D, dans laquelle on regroupe un certain nombre de choses, 10 environnements différents, dont 10 associations ONG. Oui, c'est ça, il y a des ONG qui vous accompagnent. Tout à fait. Alors, on a, c'est les 30 ans cette année de la Fondation Nicolas Hulot, par exemple, qui est venu nous faire un petit message et qui lance un challenge aussi aux chatons parallèlement au concours. On a Personnage également, enfin, je ne vais pas citer les 10, je risque d'en oublier un, mais voilà. Donc, il y a de nombreuses associations ONG qui nous ont rejoints pour participer à ce festival. Et qu'est-ce qui gagne? Remise des prix le 24 juin. Qu'est-ce qu'il y a à gagner? C'est une reconnaissance en fait déjà. Oui, de la visibilité. Quand vous voyez effectivement la qualité du jury, le niveau du jury, d'être jugé par ces personnalités, avec cette expérience, ce niveau d'exigence qu'ils peuvent avoir, je pense que c'est intéressant quand on est jeune diplômé, jeune étudiant ou jeune tout simplement, et pas que les jeunes, parce qu'on a parfois des propositions qui ne sont pas forcément de jeunes personnes qui participent au concours. Je pense que c'est valorisant, c'est intéressant, ça permet de bouger. Je pense qu'on est dans une période où on a besoin de ça aussi, d'inspiration, de motivation, et on propose effectivement, au travers de 10 catégories différentes, de pouvoir s'exprimer. Alors ce qu'on gagne, on gagne un chaton d'or. On a essayé cette année d'ailleurs de faire en sorte qu'un certain nombre de marques s'associent à nous en termes de dotation. Donc il y aura une sorte de panier garni. Voilà, mais c'est souvent le premier prix. Pour une start-up ou pour un créatif, c'est souvent son premier prix. Et puis, je voudrais qu'on termine là-dessus, être créatif en temps de crise, c'est vital. C'est vraiment un message essentiel, ça. Mais clairement, c'est aussi, ça fait partie de la résilience que nous devons avoir, et c'est ce que nous veut impulser au travers des Chatons d'Or, c'est cette envie, ce partage, ce pont générationnel aussi, parce qu'on rencontre beaucoup de jeunes, mais on a aussi beaucoup de gens d'expérience qui vont partager avec eux et pouvoir échanger. Donc moi, mon métier, je suis producteur d'émissions, je suis producteur d'événements. Mon métier, c'est de faire rencontrer les gens, c'est de faire en sorte qu'ils puissent se parler, échanger, découvrir, s'inspirer, et effectivement créer des idées pour demain. Et les jeunes, en fait, ce qu'on leur propose aussi, c'est d'imaginer
le monde de demain. Et ben voilà, les chatons d'or, remise des prix le 24 juin. Merci Pascal Cube. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur les box, 3 horaires quotidiens, 9h, midi, 20h30 sur la chaîne des Audacieuses et les Audacieux. Salut.